Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Studio Carton C nommé Roll You Fool. C'est un podcast qui va parler de jeux de rôle, c'est un podcast qui va parler de livres dont vous êtes le héros, c'est un podcast que je vais animer. Je suis sectaire et je suis accompagné de notre maître, de notre professeur en jeux de rôle et en livres dont vous êtes le héros, notre référence. Il est notre mémoire en la présence de Styr. Salut Styr. Bonjour sectaire, voilà, je suis submergé par la dithyrambique introduction, je ne sais même plus où me placer, donc maintenant il va falloir faire attention à chacun de mes mots. J'ai mon tensiomètre qui vient de grimper en flèche, Ben donc tiens. voilà. Alors, je pense comme beaucoup de gens, c'est surtout, enfin beaucoup d'amateurs du jeu de rôle, c'est surtout une pratique. Plus qu'une véritable recherche qui a été faite, sachant que j'ai rencontré, en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont fait vraiment des travaux sur le jeu de rôle, et c'est vrai comme pour toute chose, c'est-à-dire entre l'amateur et le chercheur, il y a une approche qui est radicalement différente. Bien entendu. Et je précise donc tout de suite que moi, je suis du côté de l'amateur et pas du tout du chercheur universitaire Tu là-dessus. es, tu es trop modeste, tu es trop Voilà. modeste. Le principe de ce podcast, que vous serez, je suis sûr, nombreux et nombreuses à suivre, c'est bien entendu de vous parler de jeux de rôle, et à chaque fois, on va vous parler d'un thème. Alors, ce sera peut-être la science-fiction, ce sera peut-être l'apocalypse, ce sera peut-être des auteurs de jeux de rôle qu'on va explorer, des auteurs et des autrices. On se posera également des questions sur le jeu de rôle, mais on a voulu commencer ce tout premier podcast par par finalement notre porte d'entrée à, on va dire, 99% des enfants des années 80 que nous sommes. Euh, L'entrée dans le jeu de rôle s'est faite par le livre dont vous êtes le héros. Ce célèbre petit fascicule qui était vendu comme un bouquin dans les rayons bouquins, jeunesse la plupart du temps. La Fnac, Et on a la Fnac, absolument, voilà. à la Fnac, chez On avait, Ruc, pour on ceux qui avait sont de ces, l'Est. ces rayons où tu avais vraiment une étagère, livre dont vous êtes le héros, et la collection qui a commencé à disparaître vers la fin des années 90, quoi. Avec cette magnifique arnaque parentale, enfin arnaque d'enfants envers les parents. Regarde, regarde papa, regarde maman, c'est un livre, c'est pas du tout un jeu. Alors, après, objectivement, il y avait quand même du texte, hein. Il y C'était... avait quand même... Non, c'était un livre, J'en c'était un ai, livre. j'en ai feuilleté, il y en a un que j'ai feuilleté il y a pas longtemps, où vraiment tu avais quand même 13 pages d'introduction, euh, écrit petit, parce qu'en plus c'était écrit petit, hein. Le gamin qui était dyslexique, tant pis pour lui, hein, parce qu'en plus c'est du Ah oui, sérif. non, bah, c'est années C'est... 80, années Voilà, 90, hein, rien à foutre. Hein. voilà. C'était évidemment, alors on connaît tous, si vous vous intéressez un tout petit peu au jeu de rôle ou au livre dont vous êtes le héros, vous avez bien entendu parler. Ces noms vont vous évoquer quelque chose. Défi fantastique, loup solitaire, le sorcier de la montagne de feu, la citadelle du chaos, bien entendu. Voilà, ce sont des phrases, ce sont des mots qui doivent évoquer des choses. L'œil noir, pour une raison mystérieuse qu'on développera peut-être à un moment ou à un autre. Euh, Tout ça, ce sont des termes et des mots qui doivent vous évoquer, bien entendu, des souvenirs et faire remonter une espèce de Madeleine de Proust. Mais pour celles et ceux qui n'étaient pas nés dans les années 80-90, c'est resté, puisqu'il y a eu des rééditions, et c'est resté une grande porte, une belle porte, on va dire. Peut-être pas une grande porte, mais en tout cas une belle porte dans l'entrée, pour l'entrée vers les jeux de rôle. Avant, bien entendu, ce qu'on traitera probablement au cours d'un autre podcast, avant, bien entendu, l'arrivée massive des actual play, des critical role, etc., etc. Et surtout, on regarde un peu de loin, mais l'œil noir finalement a été sous ce format-là une introduction vers le jeu de rôle plus classique qu'on connaît, plus que Donjons et Dragons, qui finalement était réservé à des boutiques spécialisées, euh, tandis que effectivement, la fameuse boîte, la fausse boîte plastique de règles de l'œil noir, etc. De Ah, Gallimard, je ouais. crois, aussi. Ah Hein. bah Gallimard, il faudra qu'on parle parce que Gallimard a une idée de génie, enfin une idée de génie et puis je pense un flair capitaliste de bonne aloi qui lui a permis justement de faire la main basse sur ce phénomène de mode, hein. Alors justement, alors, le livre dont vous êtes le héros, on a l'impression que c'est, bien entendu, on a tous cette idée en tête que tu vas probablement battre en brèche. Euh,
c'est Steve Jackson et Ian Livingstone avec Le sorcier de la montagne de feu. Et pourtant, c'est faux. Tu le sais comme moi. Le premier livre dont vous êtes le héros, ça s'appelait absolument pas un livre dont vous êtes le héros, ça s'appelait une aventure solitaire, et c'était Ken Saint-André, le créateur de Tunnel et Troll, qui en 75, dans sa première édition de Tunnel et Troll, au milieu donc des règles, sort cet exemple, comment ça se passe un jeu de rôle, et où on joue tout seul, et où le principe c'est, qui va être repris par la suite, un paragraphe, à la fin de ce paragraphe, un choix, est-ce que vous allez à droite, vous allez au 5e paragraphe, si vous allez à gauche, vous allez au 8e paragraphe, vous choisissez et vous allez lire le paragraphe correspondant, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, sachant que je sais plus quand Ken Saint-André sort cette aventure dans Tunnel et Troll, mais par contre l'aventure éditoriale de ces livres-là, en fait, tu la retrouves aussi aux États-Unis avec une série qui est par contre n'a rien à voir avec celle dont on va parler, qui s'appelle Choose Your Own Adventures, qui a été sortie par Edward Packard. Et alors, qui existe toujours, hein, si vous allez sur le site de l'éditeur, ça continue de publier. Alors maintenant, ils font beaucoup d'exploitation de licences, donc t'as Choose Your Adventure, Stranger Things, etc., etc. Avec une collection délirante, hein, il y a plus de 160 tomes. Mais aux États-Unis, cela naît avec ça. Et lorsque, dans le cas de Ian Livingstone et Steve Jackson, ils sont contactés par leur éditeur pour faire cela, c'est la rencontre de ces deux choses, c'est-à-dire il y a le gars, il voit tiens Donjons et Dragons, ça a l'air de bien fonctionner, etc. Il y a le Choose Your Adventure qui est pas parler forcément d'un succès éditorial, mais qui fonctionne bien aux États-Unis. Hop, on mélange les deux et ça va faire les livres dont vous êtes le héros. L'exercice qui était Fighting Fantasy, je crois. Ouais, hein, c'est ça, c'est Fighting Fantasy. Et en fait, le Tunnel et Troll, même si chronologiquement, historiquement, il faudrait que je regarde les dates bien avant, mais le problème c'est que c'était inséré dans le jeu de rôle. Enfin, c'était vraiment dans son truc de jeu de rôle. Ça avait pas pour objectif vraiment d'être une publication éditoriale. Et pour moi, vraiment, le point de départ des livres dont vous êtes le héros, c'est plutôt ces Choose Your Own Adventures, parce que c'est un peu le principe. Alors, ce que j'aime beaucoup dans leur couverture, c'est en plus ils te mettaient en avant avec 27 fins différentes. Et t'as ces deux auteurs, Edward, donc qui sont Packard et Montgomery aux États-Unis, qui des années 79 quasiment enfin, quand on voit la liste, hein, jusqu'aux années 2000, ont publié des Choose Your Own Adventures, et qui continuent encore. Bon, bah la série, elle continue encore aujourd'hui. Bon, plus par ces deux auteurs. Et les couvertures étaient quand même déjà. Tu sens quand tu regardes les couvertures déjà un peu l'inspiration de ce qu'on va être les livres dont vous êtes le héros. En Europe, en tout cas, c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros. Tel qu'on le connaît, c'est vraiment avec Livingstone et Jackson, qui sont donc deux Anglais, qui sont évidemment ensuite, surtout Jackson a fait Warhammer, qui parlera quand même à beaucoup de monde, en parallèle d'ailleurs, parce que je crois qu'il a continué à écrire des livres dont vous êtes le héros, si je dis pas de bêtises, pendant assez longtemps. L'idée du livre dont vous êtes le héros, cette idée géniale d'avoir un livre en format poche, moi, je sais que ça a été une révélation. Je crois que j'ai découvert ça, je devais avoir 8-9 ans. Attiré, on va pas se mentir, attiré par les couvertures, évidemment, attiré par ces dessins extraordinaires, où il y avait toujours des guerriers avec des haches, avec des monstres, avec des choses comme ça. Et évidemment, quand t'as 8-9 ans, t'es à fond. Encore une fois, comme je vous disais, il y a aussi ce côté... Regardez, regarde papa, regarde maman, c'est un vrai livre. Je suis pas en train de demander un jouet. Achète-moi donc ce vrai livre. Ça a même été utilisé par Gallimard, puisqu'ils nous ont sorti 5 tomes qui s'appelaient Histoire et Défi de l'Histoire en 4 tomes, et où là, on parlait de l'Égypte antique, on parlait mais alors c'était sérieux, hein, il y avait plus de dragons, il y avait plus de démons, c'était vraiment des défis historiques, où on vous proposait de chercher le trésor des pharaons, de chercher... voilà, et il y avait la guerre de Troie aura-t-elle lieu, etc., etc. Il y avait vraiment une ambiance très didactique de leur part. Ce qui, évidemment, s'est vendu aussi, probablement, très bien auprès des parents. Il y avait cette notion-là. C'était une autre époque, quand même. Hein, oui. C'est surtout après...
il faut voir aussi à quel point le jeu de rôle était quelque chose de complètement étranger pour beaucoup. Donc comment traduire ça? Il faut quand même par exemple saluer le travail qu'ont fait les éditeurs pour réussir justement à sortir un livre qui soit aussi un jeu. Et il faut voir à quel point par exemple en France la notion de jeu, bah, ça vous catalogue tout de suite dans gaminerie, pas intéressant, enfin voilà. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais destiné aux gamins. À l'époque surtout, c'était terrifiant. Enfin, je veux dire. Voilà, tu vois par exemple le monde de la bande dessinée, à quel point bah, BD égale enfant. Bah là ici pour Gallimard, c'était effectivement une difficulté importante, à savoir comment vendre un produit qui est radical dans sa proposition et qui a finalement sa propre existence. Hein, qui n'est pas un livre, qui n'est pas un jeu de rôle, mais qui est un livre dont vous êtes le héros avec ses fonctionnalités et sa proposition. Donc là, moi, après, voilà, on peut faire les critiques qu'on veut sur Gallimard, sur les éditeurs de manière générale, mais ils ont fait leur boulot d'éditeur et ils l'ont très bien fait. Et ils l'ont fait pendant de nombreuses années, puisque je crois que le premier défi fantastique français, attention, hein, français, ça a été, il me semble, peut-être 85, 86, avec le sorcier de la montagne de feu. Ouais, c'est ça, ça commence en 85. Et alors bon, par contre, alors ça c'est une chose qu'il faut bien avoir conscience. Hein. En Angleterre, où naissent ces livres dont vous êtes le héros, tous ces livres dont vous êtes le héros ont leur éditeur. Donc ce sont des éditeurs différents. Et quand ils arrivent en France, en fait, Gallimard voit l'intérêt de la chose, il regroupe tout. Mais lui en faisant des séries, donc c'est pour ça qu'on va avoir Défi Fantastique, Loup Ardent, Loup Solitaire, etc. On a l'impression chez nous qu'en fait c'est Gallimard qui a édité tout ça, mais en fait eux ils ont fait la traduction, ils l'ont mis tout ça sur leur petite cloche, et avec un énorme intérêt, c'est que du coup ils ont rationalisé le format. Absolument. Et d'ailleurs, ils ont tellement rationalisé le format que ça a attiré, ça j'avais lu ça dans une interview, ça avait attiré les Anglais justement, et notamment Livingstone et Jackson, qui avaient été plus que étonnés de ce rassemblement au sein d'un seul éditeur et qui avaient dit mais qui était presque jaloux, en fait, c'était intéressant dans cette interview en disant mais on aurait dû faire ça en fait dès le début, c'est-à-dire qu'on aurait dû aller voir un seul éditeur et puis faire un contrat et être le point focal de la chose, quoi. La politique éditoriale, c'était attirer les gens avec une couverture, et ça il faut en parler de cette couverture avec cette illustration qui doit attirer le regard, le petit écusson, et ça c'est pour les collectionneurs, ça va être l'idée de génie, parce que comme ça tu as ton écusson, tu vois ta série, le numéro à l'arrière, on te dit voilà vous avez le défi fantastique numéro X sur X, voilà vous avez, ce qui va faire qu'aujourd'hui ces livres dont vous êtes le héros sont devenus aussi des objets de collection, hein, très clairement. Ah ben je sais que par exemple j'ai trouvé dans une brocante la Citadelle du Chaos, pas la première, mais l'édition de 84 ou 85, avec cette espèce de fameux sur le dessin. Alors le dessin est extraordinaire de la Citadelle du Chaos. Alors c'est pas très podcast, mais en gros vous avez un espèce de château. Alors c'est dessiné très naïf. Vous avez un espèce de château en fond. Devant vous avez une créature qui moi m'a toujours fait penser au Morlock d'H.G. Wells dans La machine à voyager dans le temps. Parce que c'est vraiment ça, on dirait un Morlock du film, hein, tel qu'on le voit, une espèce de truc hirsute, poilu, ça ressemble à rien, avec les yeux rouges. Et c'est fait exprès, parce que quand vous voyez les autres dessins des autres livres, il y a de très très belles illustrations. Alors les illustrateurs étaient un peu tous différents, bien sûr. Ce sont des illustrations très années 80, bien entendu. Et ces illustrations et cette patte graphique, ce côté livre dont vous êtes le héros, avec ce vous qui ressortait toujours. Vous avez marqué en haut le livre, un livre, donc ce qui suggère qu'il y en a des dizaines, un livre dont vous êtes le héros, le vous est en rouge. Ou en blanc, suivant la couleur, voilà, ou en blanc, suivant la couleur de fond. Ça dénotait, hein. Ça dénotait toujours le nom de l'auteur et puis le titre. Pour vous refaire vite fait un petit historique, donc il y a eu plusieurs séries, comme tu l'as dit. Il y a eu des séries magiques, mythiques, qui sont devenues comme Sorcellerie, par exemple. Sorcery en anglais, qui sont devenus quatre livres, mais 4 livres extraordinairement célèbres, en tout cas dans le monde du jeu de rôle, notamment, comme tu le dis, pour leur difficulté à se taper la tête par terre, quoi. Donc c'était absolument très difficile. Il y a eu la magnifique série qui, elle, a eu beaucoup de succès, puisqu'elle a eu 28 numéros de Loup Solitaire,
Loup solitaire qui était un personnage. Alors là, c'était une nouveauté aussi avec Sorcellerie. C'était une nouveauté, c'est-à-dire que Loup solitaire, vous gardiez votre personnage d'une aventure à l'autre, d'un livre à l'autre, vous gardiez votre personnage, contrairement aux défis fantastiques où chaque aventure était unique. Avec un univers persistant, et donc on revient un peu sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que si les défis étaient publiés par Fantasy Games, c'est ça, Fantasy Games en Angleterre, Loup solitaire, lui, avait un autre éditeur, hein, c'est vraiment quelque chose à part à la base, hein, puisque c'est Sparrow Books qui faisait ça, donc c'était Joe Dever qui écrivait, et en fait, ils ont eu des destins éditoriaux complètement différents en Angleterre. C'était des choses qui étaient à part. Ça allait pas ensemble. Mais en France, c'était connu chez Gallimard et c'était juste considéré comme une série. C'est ça, une série au milieu des autres, quoi, au milieu de Quête du Graal, au milieu de Loup Ardent, etc. Il y en a eu plein. Quête du Graal qui a un peu moins marché puisqu'il n'y a eu que 8 numéros, mais qui sont 8 numéros absolument extraordinaires. C'est Sorcellerie en premier, je ne sais pas pourquoi j'ai extrêmement accroché à Sorcellerie. Et Quête du Graal. Quête du Graal que j'avais trouvé extraordinaire. Sorcellerie était mythique parce que tu avais à la fois, bon, d'abord l'épaisseur, hein, c'était des très gros livres dont vous êtes le héros. En règle générale, les livres dont vous êtes le héros, en nombre de pages, ça tourne, allez, grand maximum 250, 253, allez, on va peut-être pousser à 300 pages, mais 250 c'était déjà considéré comme des gros bouquins. Je crois l'un des plus gros que j'ai, c'était les créatures venues du chaos qui montent à 300 pages. Mais par contre, la série donc Sortilège, on est tout de suite sur des gros pavés. Ouais, Sorcellerie, c'est tout de suite des pavés. Hein. J'ai pas le nombre en pages, j'ai pas le nombre de pages. Alors attends, est-ce que je peux l'avoir? Non, j'ai pas le nombre de pages, mais c'était tout de suite des très gros pavés en termes de. Alors non seulement des très gros pavés, mais également des entrées, puisque on va parler d'entrées, on va parler de, puisque ce qu'on vous expliquait au début, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous faites un choix. Et ce choix va vous amener non pas à un numéro de page, mais à une entrée. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir 5 lignes. L'entrée, par exemple, 799, peut juste vous dire, vous êtes à tel endroit, vous vous frayez un chemin, rendez-vous au 56 si vous voulez continuer sur ce chemin, ou 74 pour rebrousser chemin. Donc des fois, c'est des phrases très courtes, donc c'est des entrées à chaque fois. Et pour le dernier livre, la forteresse maudite, comment ça s'appelait? La Couronne des Rois, qui est le dernier livre de la série Sorcellerie, il y a 800 entrées. C'est colossal. Ouais, non, c'est des pavés. C'était. Alors, il faut bien se rendre compte en plus que le système est quand même assez déroutant. C'est-à-dire que vous passez d'une page à l'autre et c'est pas forcément, vous restez pas dans la même section du livre. C'est-à-dire que dès le début, on peut vous envoyer à la 700e entrée. Quasiment à la fin. Voilà, à la fin, et vous passez votre temps à faire des allers-retours. Donc il y a exactement 800 sections hein, dans la Couronne des Rois. Et hallucinant. Ce qui est prank. Hein. Il faut avoir un truc, c'est que les livres dont vous êtes le héros a été quand même tout de suite visé tout de suite un public vraiment qu'on va parler, on va dire, milieu de l'adolescence, allez, on va dire, allez, 12-18 ans, 12 ans, ouais, 12-18 ans, etc. Mais la série Sortilège, elle, tapait un peu plus vers le haut quand même. Hein. C'était une écriture qui était un peu plus complexe. On va pas parler de maturité parce que finalement ça reste toujours très globalement à peu près dans le même rayon. Mais en termes d'écriture, il était quand même vraiment poil plus exigeant hein, à lire. Un petit peu, ouais. Loup solitaire était plus accessible, ouais, par exemple. Très clairement. N'en parlons pas de Quête du Graal, qui était extrêmement accessible. En plus, même dans l'idéologie que vous aviez, c'est-à-dire Quête du Graal, vous êtes un jeune, un très jeune aspirant chevalier qui va se retrouver, qui s'appelle Pip, en plus, PIP, voilà, et qui va se retrouver embarqué dans la quête du Graal. Vous rencontrez Arthur, vous rencontrez Merlin, vous rencontrez tout un tas de gens comme ça, bien entendu. Donc ça appelle vraiment à l'enfance, beaucoup plus que Sorcellerie, où c'est vraiment déjà, je crois que si je me souviens bien, c'est déjà un vieux briscard quand tu commences l'aventure. Voilà, c'est déjà un type qui maîtrise la magie, qui maîtrise des choses, donc c'est beaucoup plus adulte. Dans la quête du Graal, même si effectivement il y a ce côté, l'enfant va le prendre, il y a un niveau de lecture qui fait que, parce que c'est un univers très Monty Python, et en fait,
quelque part, la Quête du Graal a beaucoup mieux vieilli que les autres, parce que quand vous le lisez aujourd'hui encore, la Quête du Graal, vous rigolez, parce qu'il y a voilà, on s'amuse de l'univers, alors que Sorcellerie reste très sérieux dans son approche, et effectivement, on en reparlera avec tous les petits défauts que peuvent avoir ces univers-là, quoi. Un autre livre aussi, enfin moi qui m'avait beaucoup plu quand j'étais gamin et qui une fois adulte, j'ai essayé parce que je les ai toujours, j'ai essayé de les relire et j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal. C'est Loup Ardent. Alors Loup Ardent, si je dis pas de bêtises, en plus c'était une graphie qui était absolument absurde. C'était loup étoile, alors l'étoile du clavier, hein, ardent. Pour moi, on est sur c'est les deux grands courants de la médiévale fantasy, hein, c'est-à-dire le côté soit très haute fantasy qui va aboutir au Donjon Dragon qu'on connaît maintenant, soit le côté très low fantasy avec le sorcier restant une rareté. Quand tu regardes les illustrations, en fait, on va retrouver un peu le côté trope, c'est-à-dire le barbare en bikini côte de maille dans un univers glacé, mais il a pas froid parce que c'est un barbare, voilà, qui va affronter le surnaturel, et le surnaturel qui va forcément être associé au mal. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est très, c'est très Howard, hein, c'est très que donc l'auteur de Conan le barbare. Et il l'affronte à grands coups d'épée, qui est une valeur sûre. Voilà. L'épée dans la tronche, qui est bien entendu. Comment on dit, vous ne transigez pas avec la magie. C'est-à-dire, c'est très catholique en fait quand on y pense. C'est très chrétien comme façon d'aborder la chose. Tu ne participes pas au rite, tu le dégommes. Vraiment le côté la magie est une façon de court-circuiter l'ordre naturel, et donc très puritain, et j'ai presque envie de dire qu'il sort simplement de l'approche du christianisme, hein. C'est en fait le puritanisme plus le christianisme, ça te donne autre chose. Mais c'est vrai que ça tu vas le retrouver dans pas mal de livres dont vous êtes le héros, à savoir le sorcier égale méchant, et c'est alors ça dépend. Ça dépend. Mais dans Défi Fantastique, chez Ian Livingstone et Steve Jackson, en règle générale, le héros est soit un combattant, soit un roublard, ou une victime, entre guillemets, de la sorcellerie, avec ce livre extraordinaire qui est La créature venue du chaos, dont rien que la couverture est assez folle, hein. Le sorcier est le méchant. Le sorcier est l'antagoniste. Voilà, on va dire ça comme ça. Le sorcier est l'antagoniste. Et c'est pour ça d'ailleurs que sorcellerie et loup solitaire vont être un peu différents là-dedans. Et Astre d'or par la suite, mais c'est un peu plus tard, vont être un peu différents, puisque là, pour une fois, vous tombez, et c'était rafraîchissant d'ailleurs, vous avez des personnages qui ont des sorts, qui ont de la magie, qui savent se servir de magie. Alors ils affrontent toujours des grands sorciers maléfiques, hein, bien sûr. Attention, il y a de la diversité, parce que maintenant on va avoir les sorciers, on va avoir les druides, on va avoir les nécromants, hein, le nombre de fois on affronte un nécromant, donc on va avoir toute une variation, et le côté, alors, soit le magicien effectivement représente l'antagoniste, soit la magie représente l'antagoniste, avec notamment soit une magie apocalyptique, soit le réveil d'un truc très ancien, etc. qu'il faut combattre. Mais dans tous les cas, la magie apparaît comme une force disruptrice qu'il faut combattre ou maîtriser ou remettre dans l'ordre des choses, quoi. Ce qui est étonnant d'ailleurs avec les défis fantastiques, c'est à quel point ça tapait dans tous les sens. C'est-à-dire que là, on vous parle, on a l'impression que vous n'avez que de l'heroic fantasy. Eh ben non, pas du tout. C'est-à-dire que dès le 4e tome, je parle encore une fois en France, hein, toujours pareil, je suis pas en train de faire les éditions américaines ou anglaises. Dès le 4e tome, donc vous avez le premier tome, c'est Le sorcier de la montagne de feu, le deuxième c'est La citadelle du chaos, bon pas besoin d'en parler, hein, on sait très bien que ça va être du médiéval fantastique, de l'heroic fantasy. La forêt de la malédiction en 3e, donc là on est toujours sur le même thème, et au 4e, bim, la galaxie tragique. La galaxie tragique, c'est de la SF, et c'est même plus que de la SF, la galaxie tragique, c'est carrément du Star Trek, pur jus. Et ça va être quelque chose d'assez récurrent dans tous les livres dont vous êtes le héros SF, c'est-à-dire que on est dans une approche très traditionnelle. Alors moi, c'est même pas Star Trek, c'est The Forbidden Planet. Je sais pas si tu vois voilà. Oui, on est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'univers, hein, c'est Non, tu es là, tu te balades, tu es dans ton vaisseau, il se passe des trucs. Voilà, le quinquagénaire triomphant, hein, très souvent le héros de 30-40 piges, qui soit sur le modèle d'un Flash Gordon, c'est-à-dire l'aventurier qui va affronter le pendant du sorcier maléfique, à savoir le savant fou, ou les pirates de l'espace, hein. Plus rarement, on va avoir des récits un peu plus où la science remplace la magie, et avec une approche un peu plus
ingénieur, c'est-à-dire tu es le scientifique qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe. J'essaie de me rappeler parce qu'il y en a un qui est comme ça. Par contre, il faut bien avoir en tête que ça reste quand même une extrême minorité. Alors oui, c'est une extrême minorité, mais tu vas avoir donc cette ESF un peu et qui n'est pas de l'heroic fantasy déguisé comme peut être Star Wars, qui va être quand même de la SF un peu plus vaisseau machin. Plus à la Flash Gordon justement. Alors ça reste aussi de l'heroic fantasy déguisé, mais pas exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même essayé de diversifier. Alors évidemment, ça tape, comme tu dis, ça tape dans les trucs, les tropes les plus classiques, mais il y a quand même donc le manoir de l'enfer, il y a quand même le mercenaire de l'espace, et là on atteint quand même un niveau avec le combattant de l'autoroute où c'est du Mad Max, copier-coller. Et puis alors, ce qui était très étonnant, mais ça on en avait déjà parlé, c'est hors antenne, c'est cette espèce de décomplexion totale dans les années 80 pour piller allègrement des histoires. C'est du recyclage, et heureusement qu'il y a eu ce recyclage parce que ça a quand même permis de produire des choses assez folles. Il faut bien que vous imaginiez qu'à l'époque, c'était considéré comme des choses pour gamins. Donc, vu que c'était considéré comme des choses pour gamins... On peut se permettre de... On s'en fout, quoi. Vas-y, c'est bon, tu m'as fait une copie, ouais, allez, voilà. C'est pour ça, en fait, sur ces univers de SF, t'en as certains quand même qui sont un peu inspirés, on a vu avec donc le justicier de l'espace, et puis t'en as d'autres, tu parlais de grand n'importe quoi. Celui-là, je l'avais marqué parce qu'il y avait... justement, on restait dans le côté vous êtes un aventurier, puisque bon, vous êtes libre, donc vous êtes le héros, on va pas faire le reproche. Mais là où vraiment ça part dans tous les sens, quoi, c'est la grande menace des robots. Alors tu lis le truc, tu dis bon bah voilà, c'est des robots qui vont envahir. Ok, on sort un peu du truc. Et tu vois la couverture où tu vois un gros robot qui affronte un tyrannosaure. Et le pitch, tu vis dans un ranch dans lequel tu es... C'est même pas un gros robot, c'est carrément un méca. Hein. Oui, c'est un méca, et dans lequel tu élèves des dinosaures et tu vas utiliser tes robots pour affronter les envahisseurs. Et du coup, il y aura aussi des dinos, et c'est assez fou. Et sachant que celui-là était intéressant parce que en plus, tu avais effectivement ton robot, hein, que tu avais à gérer. Ils avaient à chaque fois ils essayaient de rajouter quelque chose en fait. Ils essayaient de rajouter une dimension de jeu de rôle, une dimension de jeu un peu différente. Ils prenaient beaucoup plus de risques dans les séries qui sortaient du médiéval fantastique, parce que le médiéval fantastique, très honnêtement, ça restait, voilà, à part la créature venue du chaos où vraiment il y a quelque chose d'assez fou dans la proposition, tous les autres ont resté dans du médiéval fantastique très très typé. Tandis que dès qu'ils commencent à sortir de ça, on voit avec la science-fiction, tu allais parler du manoir de l'enfer, je crois que c'était celui-là, dans l'horreur, où pareil, là ils se disent bon bah là il faut qu'on apporte quelque chose, et ils se lâchent. Ils se lâchent, et par exemple vous avez un livre qui s'appelle, alors là je sais même pas par qui ça a été écrit, c'est Les Trafiquants de Kelter, qui a ce design très Dune. Moi, ça me fait penser à Dune, à Dune de Herbert, hein. Le design du truc, un Dune évidemment fait par Moebius. Et c'est Steve Jackson et Ian Livingstone, donc les créateurs de présente. Tu remarqueras qu'il n'y a même pas son nom au gars, c'est Steve Jackson et Ian Livingstone présente. Là aussi, c'est intéressant parce que vous jouez un agent secret de la brigade fédérale des stupéfiants. Donc, ça, on n'est plus du tout dans du médiéval fantastique, même pas. On est vraiment dans un truc futuriste. Et il y a du coup des règles pour se battre à coups de fusil, parce que c'est pas la même chose, avec des armes à distance, et il y a même des règles, alors évidemment qui doivent être très simples, et ça je vais en dire un mot d'ailleurs, les combats entre vaisseaux spatiaux, comment ça se passe, comment est-ce qu'on combat, comment est-ce qu'on fait des manœuvres, etc. etc. Et je voulais en dire un mot justement de ça. Toutes ces créations étaient sur un fil d'équilibriste permanente, puisque vous n'aviez personne pour vous expliquer les règles à part le bouquin qu'on vous donnait. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle, quand vous achetez un jeu de rôle, vous allez jouer a priori en groupe. C'est le principe. Vous allez donc confronter vos points de vue un minimum. Je vais lire les règles, tu vas lire les règles, celui avec qui on joue va lire les règles, et à un moment, si on n'est pas d'accord, on va confronter nos points de vue, dire attends, voilà. Mais là, non, vous étiez tout seul, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, vous étiez tout seul avec votre bouquin. Donc il fallait que les règles soient innovantes, mais qu'elles ne soient pas trop compliquées, parce qu'il n'y avait rien pour vous expliquer autour. Et le jeu d'équilibriste se ressent et d'ailleurs c'est un échec dans certains de ces défis fantastiques, et notamment, de ces livres dont vous êtes le héros, et je pense notamment à Astre d'Or que j'avais abordé quand j'étais gamin. Je ne sais pas si tu les as fait, les Astres d'Or. Oui. Je n'ai
rien compris au pouvoir magique d'Astre d'Or. On va pas se mentir, en fait, la plupart des gens, quand ils jouaient au livre dont vous êtes le héros, n'utilisaient pas les règles. C'est-à-dire, quand il y avait un combat, le combat était remporté. Je connais assez peu de gens j'en ai, qui ont vraiment joué leur livre dont vous êtes le héros. Ah, moi, j'y jouais, moi. Je recommençais si je mourais. Tu brûlais le livre et t'en rachetais un nouveau. Non, faut pas exagérer. Mais moi, je le dis très honnêtement, la plupart, j'en ai fait quelques-uns. Alors, les seuls que j'ai vraiment fait avec les règles, c'était les loups solitaires, parce que les règles étaient quand même, le système était assez bien fait. Les défis, les défis fantastiques. Non. J'ai salué le travail d'éditeur de Gallimard, mais comme tout travail d'édition, il y a des coquilles. Autant dans un livre, une coquille, tu vas avoir le puriste qui va râler parce que machin, ou tu vas avoir une petite erreur de traduction, un truc qui a été traduit un peu maladroitement. Voilà, ça peut passer. Autant dans un livre dont vous êtes le héros, il y a des mécaniques. Si tu fais une erreur ou si tu oublies quelque chose, ça peut avoir des conséquences, tragiques. Et malheureusement, dans les premières éditions des livres dont vous êtes le héros, il y en a quand même quelques-unes où alors je sais pas s'il y en a un qui va vraiment être infaisable. La première édition de La Couronne des Rois, française, qui est sortie en 85 chez Gallimard, ils avaient fait, alors c'était pas une erreur, c'était une typo sur une entrée. Ça rendait la chose impossible à faire. Un exemple. Si dans l'avenir vous pensez avoir découvert où se trouve le saint homme, vous sifflerez à votre tour de cette même manière et vous soustrairez le chiffre 30 du numéro correspondant au paragraphe où vous serez alors. Oui, c'était la série des sorcelleries était connue pour ça, avec notamment, je sais plus dans lequel, où si à un moment donné t'avais pas noté un numéro qu'on te donnait, en fait tu pouvais pas accéder à la fin. C'était rendez-vous au machin qu'on vous a indiqué préalablement. Et là tu fais. Et donc du coup, ils avaient fait une typo à un endroit où c'était c'était un truc, un calcul à faire assez complexe, et ça devenait impossible en fait à finir. Et ils ont refait une édition derrière, quelques années plus tard je crois, et où du coup c'était faisable. Mais vous n'aviez aucun correctif. Ce que je veux dire, c'est que aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il est important de vous rendre compte que vous n'aviez accès à aucun correctif à l'époque. Vous aviez ce qu'on vous donnait, et puis c'était fini, quoi. À moins de se renseigner sur les casus belli ou les bouquins comme ça, éventuellement, les magazines comme ça. Si, ils en parlaient. T'avais ça, puis alors aussi à titre d'anecdote, de temps en temps t'avais des énigmes, Et alors, t'avais des énigmes mathématiques, parce que ça fonctionne bien, justement, les énigmes mathématiques. Si vous avez trouvé rendez-vous à la page indiquée par cette énigme, donc ça, tu le retrouves dans pas mal de livres dont vous êtes le héros. Et après, on vous disait, voilà, si vous avez réussi ça. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il n'y avait pas la soluce, elle n'était pas fournie dans le livre. Et comme on était dans les années 80-90, Internet, voilà, non, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça n'intéressait pas assez les magazines. Enfin, ça n'intéressait pas assez. C'était tellement niche, parce qu'il faut quand même être honnête, c'était niche. Les magazines de jeux de rôle comme Casus Belli, comme Chronique d'Outre-Monde, il y avait Dragon aussi, etc. C'était des magazines qui étaient quand même pas super... voilà, ça se vendait pas à des millions d'exemplaires, donc du coup, ils n'avaient pas le temps de traiter, ils n'avaient pas les moyens de traiter toutes ces petites erreurs. Ce qui a pu se faire, par exemple, dans le jeu vidéo assez tôt, dans les années 90, où vous avez eu des errata, des correctifs qui pouvaient être publiés, ou tout simplement on vous disait attention, la soluce. Je me souviens, dans les années 90, tu achetais, je crois que c'était Joystick à l'époque, où tu avais ou Tilt peut-être, non, Joystick, Tilt c'est plus vieux je crois. Et où tu avais carrément des solus. Mais ça n'existait pas pour les livres dont vous êtes le héros. Tu n'avais pas de magazine dédié aux solus. Donc du coup, tu te retrouvais avec ton bouquin que tu ne pouvais pas finir, surtout si tu avais 10 ans, tu vois, où c'était quand même assez... c'était chaud quand même. Effectivement, donc tu vas avoir ces mécaniques qu'on va retrouver un peu partout, finalement, qui vont commencer à partir de sorcellerie à se diffuser dans tous les livres dont vous êtes le héros. Alors, on avait parlé donc des tentatives donc dans la science-fiction, l'horreur qui va après aboutir à 2 séries aussi annexes. On va avoir du grand n'importe quoi, faut être très clair. Pas mal d'intrusions dans dans l'Orient aussi, mais alors l'Orient vu par les Américains. Donc, oui, je pense à l'épée du samouraï. Oui, entre autres. C'est bon, on va jeter un voile pudique là-dessus. Et ce qui faisait finalement que ça se vendait, pour moi, ce qui faisait que on adhérait ou pas, c'était très souvent la couverture, quoi. La couverture était quand même, les couvertures étaient quand même folles. Et il y en avait une, moi, qui m'avait marqué, c'était alors celui-là est devenu culte, c'est le Rendez-vous avec la mort. Rendez-vous avec la mort M.O. parce que la mort c'est une organisation, en fait c'est le nom d'une organisation maléfique qui était
qui pour moi reste l'un des meilleurs en termes de construction parce que, alors il était impitoyable, hein, c'était contrairement à d'autres où il y avait plusieurs fins possibles, là il n'y en avait qu'une seule, il fallait réussir l'aventure, surmonter les ennemis avec tout un ensemble de trucs hyper rotors et finalement assez peu de combats. D'ailleurs, la plupart Et du temps, c'était Pulp, hein, ouais, c'était des super-héros. Et la couverture avec un méchant savant fou qui en plus faisait très bien le méchant savant fou. C'est vraiment voilà, c'est cette couverture quand on le voit malheureusement en podcast, hein, on va pas pouvoir. Bah, je vais te lire, tu sais quoi? Plutôt que d'écrire la couverture, je vais te lire le pitch. Le Qui pitch, est voilà. extraordinaire. Exactement. Dans Rendez-vous avec la mort, vous êtes le justicier. Le justicier, hein, c'est écrit en gras, c'est votre nom de super-héros. Un héros aux pouvoirs supranormaux, défenseur résolu de la justice et des citoyens de Titan, votre ville natale. Vous allez devoir lutter contre d'abominables criminels, membres d'une redoutable organisation terroriste, la mort. Pour Maléfique Organisation pour le règne de la terreur. Je voudrais rejoindre votre organisation. Bah, au moins, tu sais dans quoi tu t'engages. Hein. Alors attention, années 80 oblige, mais en même temps, c'est pas grave. En 2024, vous allez voir que on raccroche les wagons et découvrir l'endroit où doit se tenir une importante réunion de son état-major afin de capturer son chef, accrochez-vous, Vladimir Outouski, tristement célèbre sous le nom de Titanic Cyborg. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que on voit que ça n'a pas été fait au hasard, c'est-à-dire que les éditeurs qui avaient fait ça voulaient imprimer un style, et donc pour Rendez-vous avec la mort qui s'inspirait très clairement des comics américains, donc X-Men et compagnie, la page, en fait, c'était pas une illustration, c'était une planche de bande dessinée, muette par contre, hein, il n'y avait pas de dialogue, puisque le dialogue était dans le texte à côté, en fait la description était à côté, avec des côtés très kitsch, hein, très pulp, c'est là il faut penser la période l'âge d'argent hein, des comics, et ça fonctionne très très bien. Oui, il y a des personnages, vous savez un peu ces personnages très comiques. Si vous prenez des Spider-Man ou des années 70, 60, 70, avec des gens très bien dessinés d'ailleurs, hein, très bien proportionnés, puis d'un coup vous allez avoir un personnage avec une énorme tête parce que c'est le cerveau, vous voyez, donc il a une grosse tête. Et des costumes très moulants. Et c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que du coup ça va permettre de faire une transition. Sur justement en termes d'écriture qui est à la fois en fait une qualité et presque un défaut. Et là je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve partout parce que ça vient finalement des contes de fées, à savoir que les personnages physiquement ressemblent à ce qu'ils sont moralement. Et ça va être quasiment un des gros défauts des univers médiéval fantastiques, et c'est quelque chose qu'on va retrouver, à savoir que le nécromant, il est hâve, squelettique, il s'habille de sombre, etc., etc. Le paladin est lumineux, costaud. Et il n'y a pas d'entre-deux, hein, c'est pas possible. Or, autant dans le conte de fées, ça suit un propos, il y a une logique avec la morale, enfin, etc. Et donc, voilà, c'est difficile à critiquer. Pareil finalement dans les récits d'horreur, puisque ce sont des récits d'horreur, donc forcément, encore que la petite fille innocente qui est en fait un monstre, ça fonctionne aussi assez bien. Le problème du médiéval, pour moi des livres dont vous êtes le héros en médiéval fantastique, c'est qu'ils vont toujours coller à cela. Et autant dans les premiers, autant quand c'est des livres dont vous êtes le héros qui sont très contes de fées, je pense par exemple le Forêt de la Malédiction, ça passe. Quand tu essayes d'avoir des univers un peu plus je dirais qui essaye un peu ça fonctionne pas parce que au final ça reste toujours un peu les mêmes défauts, et ça me rappelle un peu alors je sais plus qui avait sorti ça, mais c'était pour toute autre chose, c'était dans le cinéma, et il parlait de James Bond, et le critique, ou je me demande si c'était même pas carrément l'un des réalisateurs des premiers films, il disait les méchants de James Bond doivent avoir un travers physique, hein, les mains irradiées de Dr No, Goldfinger avec son côté très corpulent, etc. Et James Bond lui doit incarner l'homme idéal, la perfection, ouais. Et parce que ça permet de l'identification, tu retrouves ce côté très puritain, c'est-à-dire que ta laideur morale devient une laideur physique. Dans le livre dont vous êtes le héros, ça va être systématiquement cela. Et autant ça peut fonctionner quand tu parles d'homme lézard, et ils vont toujours coller à ça. Et c'est un peu dommage, et ça va avoir des conséquences par la suite, parce que quand tu vas voir les univers de jeux de rôle qui vont sortir, hein, je pense par exemple aux Royaumes oubliés ou autres, c'est ça, quoi. Concluons ce podcast sur cette phrase, puisque nous allons continuer dans une deuxième partie, et nous allons justement aborder ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui
va faire que le jeu de rôle et les livres dont vous êtes le héros sont intimement liés et on va continuer sur ces tropes et on va continuer sur cette évolution parce qu'il y a eu une évolution et qu'il faut qu'on en parle également. Merci Styr pour cette première émission. Merci Sectaire pour l'invitation. Et puis on se retrouve a priori dans un mois pour la suite. Je vous rappelle que Roll Your Fool est une production Studio Carton C. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine.